Oui, alors d'abord merci à Nicolas Arnulf qui m'avait donc effectivement déjà invité avec d'autres associations françaises en 2018. Et là on fait un bis repetita, tant il est vrai que fiscalement le Maroc nous en réserve chaque année. Et donc je vais faire un petit résumé des épisodes précédents si vous voulez bien. En 2014, il y a eu la contribution libératoire pour les Marocains, pour les actifs détenus à l'étranger. Ça ne concernait que les Marocains. Bien. Un certain nombre sont rentrés dans le jeu et ont fait la contribution libératoire. Mais en 2016, on a eu connaissance de l'échange automatique de données bancaires, le thème de ce soir que je vais vous exposer. Et cet échange automatique de données bancaires a fait réaliser un certain nombre que bientôt les autorités marocaines connaîtront vos banques, vos comptes bancaires à l'étranger. Et donc, mais on se calme. Et donc, en fin de compte, en 2017, l'OCDE qui a mis en place en fait le Common Report Standard, c'est-à-dire l'échange automatique de données bancaires, à travers le monde, c'est-à-dire tous les pays participent maintenant, même le Panama, s'il résiste encore un peu, mais tous les pays participent. L'OCDE a prévenu le Maroc en lui disant vous n'êtes toujours pas rentré dans l'échange automatique de données bancaires, en plus vous avez plein d'exonérations fiscales de tous les côtés, donc actuellement vous êtes sur liste grise, on va vous passer sur liste noire. Branle-bas de combat. Et forcément, nos amis, les autorités marocaines concernées, compétentes, se disent bon, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Généralement, on met en place des régularisations. C'est-à-dire que le but, c'est pas effectivement de prendre le contribuable dans un étau et de lui serrer le kiki jusqu'au bout. Donc, on met en place une régularisation et c'est pour ça que les Marocains s'étaient dit tiens, en 2014, on a fait la contribution libératoire pour les Marocains, mais on n'a rien fait pour les étrangers, puisque la contribution libératoire pour les Marocains, c'est uniquement réservé aux Marocains. Alors ça peut être des binationaux, trinationaux, mais c'est des Marocains. Et donc, ils se sont dit, on va faire l'amnistie fiscale pour les étrangers, 2018. C'est là où j'étais intervenu de nouveau à Rabat, etc., pour dire aux étrangers, écoutez, si vous avez des revenus à l'étranger non déclarés au Maroc, c'est le moment, les autorités fiscales uniquement, pas de change, les autorités fiscales vous amnistient sur la période passée sous réserve que vous payez 10% des revenus de 2016 au cas particulier. Bien. Donc, là maintenant, le Maroc a signé pour l'accord multilatéral de l'OCDE pour l'échange automatique de données bancaires. Il a signé en 2019, ce que je vous avais prédit à l'époque, n'est-ce pas? Et donc, mais j'avais pas de mal, on savait que ça allait faire. Et donc, le Maroc a signé et l'échange automatique de données bancaires va se mettre en place en septembre 2021. En tout cas, c'est comme ça que s'est inscrit le Maroc au niveau de l'OCDE. Mise en application septembre 2021. Et c'est pour cela que le Maroc a décidé de faire un bis repetita de quelque chose dont je vais vous parler ici, pour les Marocains à nouveau, qui est une nouvelle contribution libératoire des actifs et des comptes courants à l'étranger, exactement la même qu'en 2014, mais cette fois-ci applicable donc, pour 2020 jusqu'au, je crois que c'est le 1er novembre, et applicable aux Marocains. Par contre, ils n'ont pas fait de bis repetita pour les étrangers. Mais je vais vous expliquer comment vous pourrez peut-être vous en sortir. Alors, c'est quoi l'échange automatique de données bancaires? Le Maroc va recevoir, par exemple, vous avez un compte, on va dire, en Suisse, bêtement, ou en France. Le banquier français, le banquier suisse, en 2021, a priori, va voir que vous êtes résident fiscal au Maroc, va prendre le solde de votre compte au 1er janvier, il va prendre tous les revenus qui sont venus incrémenter ce compte au cours de l'année écoulée, à savoir les revenus financiers, intérêts, dividendes, ce genre de choses. Il va prendre votre nom, votre identifiant fiscal, des informations vous concernant capables de vous localiser, votre adresse, etc. Il va crypter tout ça à votre banquier français ou suisse, au cas particulier, et il va l'envoyer au fisc de son pays, donc au fisc français ou au fisc suisse.
Le fisc français, le fisc suisse va faire son tri comme ils le font déjà chaque année pour les pays qui participent actuellement, et notamment toute l'Europe, et petit à petit tous les pays du monde, à l'exception notable des États-Unis. Et donc, ils vont prendre ces informations, et le fisc suisse, par exemple, va dire « Ah, lui, il est au Maroc. Ah, poum !» Et le fisc français va dire « Au Maroc. Ah, poum !» Et il envoie « Poum » à qui? À la Direction Générale des Impôts ici au Maroc. Donc, la Direction Générale des Impôts au Maroc, elle voit arriver des informations avec votre nom, potentiellement votre identifiant fiscal si vous en avez un, votre adresse, etc., et le solde de vos comptes bancaires. Donc le solde au 1er janvier et tous les intérêts qui sont passés dessus, les revenus, etc. Donc normalement, ce que doit faire un fisc, à peu près au bien de sa personne, on va dire, c'est qu'il va contrôler si vous avez fait des déclarations de revenus, forcément par rapport à ces revenus que vous avez. Et si ça concerne les Marocains, il va naturellement transmettre ça à l'office d'échange, n'est-ce pas, ces gens-là sont copains. Ils se transmettent maintenant toutes les informations depuis longtemps avec les douanes, la CNSS, etc. Et l'office d'échange va s'assurer que ce compte-là, il a été déclaré aussi pour les Marocains. Je rappelle, petite précision, parce qu'il y a souvent des confusions, les Marocains sont tenus de faire des déclarations de patrimoine et de revenus. Les étrangers ne sont tenus qu'à faire des déclarations de revenus. Un Marocain, dans le cadre de la contribution libératoire, par exemple, qui s'ouvre cette année, il doit dire ben, j'ai un appartement là, j'ai un portefeuille titre de telle consistance, j'ai un compte courant bancaire, etc. Et il n'est pas là pour déclarer ses revenus au cas particulier. Dans le cas de la contribution libératoire, il donne information de son patrimoine qu'il a à l'étranger. Alors qu'un étranger, lui, n'a pas d'obligation, parce qu'il n'est pas soumis aux mêmes contraintes en termes d'office d'échange, lui n'a que des obligations fiscales, il doit déclarer ses revenus. Est-ce que j'ai eu des revenus au cours de l'année? Si j'ai uniquement un compte bancaire, même s'il y a 10 millions d'euros dessus, mais s'il ne me rapporte pas un centime, je n'ai rien à déclarer comme étranger. Si j'ai une maison quelque part, je n'ai pas à le déclarer comme étranger. Un Marocain, oui. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire le distinguo, parce que souvent il y a une confusion. Donc cet échange automatique de données bancaires, a priori septembre 2021, en théorie, parce qu'après il faut que ça se mette en branle, que ça marche, etc., et que ça le fasse avec la plupart des pays. Je suis à peu près certain que la France sera au taquet avec le Maroc pour fournir et transmettre les informations. Et donc, on peut supposer qu'en 2022, janvier 2022, les Marocains auront connaissance, moi je dis les Marocains, c'est les autorités fiscales marocaines, etc., auront connaissance, naturellement, des comptes bancaires et du 1er janvier 2021. Hein. Solde au 1er janvier 2021, tous les revenus incrémentés sur l'année, et en 2022, on devrait transmettre l'information. Alors, sont concernés les comptes bancaires, bien évidemment, puisque c'est la banque qui transmet ce type d'informations. Les comptes bancaires, vos comptes bancaires à titre personnel, vous, votre conjoint. Et on va se rendre compte que nous avons des couples mixtes, parce qu'on a un Français, une Marocaine, par exemple, qui sont mariés et qui ont un compte joint. Alors encore, voilà, c'est un peu compliqué, mais alors voilà. Et donc, on pourra en parler naturellement. Mais vous avez aussi des sociétés. Vous avez des gens qui, parce qu'à l'époque, leur banquier privé, private banker, etc., l'UBS en Suisse, ou que sais-je, ou ailleurs, leur a dit non, mais c'est mieux, on va le mettre sous une société. Alors on va le mettre sur une BVI, British Virgin Islands. On va le mettre sur une société au Panama. Le compte, le cash, il est toujours dans la banque suisse, hein, mais ça appartient à une société, bidon, ou postale. Et donc, ou alors on va le mettre dans une société de type patrimonial luxembourgeoise, plus classe. Et donc, ça, ce sont considérés comme des sociétés dites passives. Et le bénéficiaire économique de la société passive, eh bien, on déclare l'information du bénéficiaire économique, à la différence d'une société dite active. C'est quoi une société active? C'est quoi une société passive? Société active, c'est une vraie société commerciale. La société passive, c'est une société qui détient 50% de son patrimoine, de son actif est un patrimoine. Un trésor de guerre, une trésorerie, un portefeuille titre. Pas un stock et du matériel et des marchandises. Hein. Où 50% des revenus de cette société dite passive sont des revenus financiers.
intérêts, d'obligations, dividendes d'actions, ce genre de choses. Donc si vous avez un compte bancaire, un portefeuille titre qui est recouvert par une société, par exemple une BVI ou ce genre de choses, c'est considéré comme une société dite passive. Et donc le banquier va chercher qui est le bénéficiaire économique. Il le connaît parce que c'est vous qui avez utilisé le compte bancaire. Okay, c'est votre carte bancaire, c'est vous qui signez. Même si la société, il y a ce qu'on appelle des nominis, c'est-à-dire des gens qui prêtent leur nom, des prête-noms, c'est la fiduciaire. C'est les gars au BVI ou autres qui mettent le nom de la secrétaire comme actionnaire, le nom de l'autre secrétaire comme dirigeant, mais le bénéficiaire économique, c'est vous, parce que c'est vous qui faites fonctionner le compte bancaire. Eh bien, la banque va transmettre l'information du bénéficiaire économique dans son pays de résidence. Voilà. Il faut le savoir. Ils vont faire de même pour les trusts. Ils vont essayer de déterminer où se situe le trustor pour essayer de communiquer l'information vis-à-vis du trust. Et les banques vont plus loin. Parce que vous savez, ces gens-là, c'est un peu comme les flics, hein, l'OCDE, les gars qui mettent en place les trucs, etc. On ne leur fait pas. Ils connaissent les trucs et les combines. Donc il y a des gens, le fameux James Bond, qui des fois se disent non mais moi je suis plus malin que les autres, donc par exemple je conserve ma résidence fiscale au Maroc vis-à-vis de ma petite banque française, machin, etc. Mais mon portefeuille, mon gros portefeuille que j'ai dissimulé, etc. Eh bien je vais faire croire à mon banquier suisse que par exemple je suis résident au Portugal, par exemple. Et donc il donne l'information au banquier suisse en disant « Moi, je suis résident au Portugal », comme ça, le banquier suisse ne communique pas au Maroc, communique au Portugal. C'est James Bond. C'est James Bond parce que les banques ont une obligation, et c'est des obligations sévères, et les gars, ils sont au taquet, ils ont même un peu pété les plombs, ils demandent tout et n'importe quoi. Ils sont au taquet, s'ils ont un moindre doute sur la résidence de quelqu'un, ils doivent transmettre l'information dans tous les pays dont ils pensent que le gars a sa résidence. Donc, si le banquier suisse, il vous voit arriver par la Royal Air Maroc, vous descendez, vous appelez votre téléphone, salam alaikum, ça va mon ami, et vous lui dites non mais moi je vis au Portugal, peut-être des chances qu'il vous balance l'information au Maroc, au Portugal, et si en plus vous avez un passeport français, en France. Il faut le savoir, c'est important. Donc, à ce niveau-là, il est préférable de faire extrêmement attention à ce que vous faites et surtout, je vais vous dire quelque chose, moi je suis avocat fiscaliste international depuis à peu près 25 ans. Il y a 20 ans, c'était la fête à Meneux. Moi, les gars du private banking, les banquiers, toutes les grandes banques privées que vous pouvez connaître, etc., les clients venaient nous voir. Pas de souci, ils planquaient leur pognon dans des portefeuilles en Suisse, on mettait des BVI en place, on organisait tout ça aux petits oignons, et ils ne payaient pas d'impôts, c'était fantastique. Le monde a changé. Au tempora, au mores. Et donc, le monde ayant changé, on ne peut plus se permettre maintenant de continuer. Ou alors, on s'appelle vraiment James Bond. Et à ce moment-là, il faut avoir des James Bond girls. C'est bien aussi. En tant qu'affaire, allons-y à fond. Mais sinon, si on veut être un bon père de famille ou une bonne mère de famille, à un moment, il faut comprendre qu'il faut peut-être payer des impôts pour rester tranquille et dormir tranquille. Mais vous en faites ce que vous en voulez, hein, bien évidemment. Néanmoins, je tiens à attirer votre attention sur une chose. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas encore se régulariser, et je vais vous expliquer au cours de cette conférence comment se régulariser. Ceux qui ne souhaiteraient pas encore se régulariser, il faut savoir une chose, c'est que de plus en plus, les banques, et vous avez dû commencer à en faire votre expérience, ont changé complètement d'optique. C'est-à-dire que maintenant, quand vous rentrez dans une banque cagoulée avec un gun à la main, vous venez pour les braquer, ils ont des instructions. On leur dit surtout vous donnez tout l'argent. Vous ne prenez pas de risque. Donc là, ils vous donnent tout l'argent. Par contre, on leur dit si jamais il y a un gars qui vient avec du liquide et qui vous dépose l'argent, là vous appuyez immédiatement sur le bouton. Donc, les banques ont changé d'optique. Et maintenant, elles vous demandent l'identifiant fiscal,
l'auto-certification, oui, je signe de mon sang, je vis au Maroc, je réside au Maroc, etc. L'origine des revenus, et pourquoi vous mettez de l'argent, et pourquoi vous les transférez de l'argent, et tatati et tatata. Et vous avez des gens, et moi je le vois dans mon métier depuis 1 an, 2 ans, les gars ils ont 3 millions d'euros sur un compte en Suisse qu'ils ont depuis 40 ans, connaissent le banquier, connaissent le fils du banquier, connaissent le petit-fils du banquier. Et à un moment, ils reçoivent juste un courrier en recommandé avec accusé de réception au Maroc, alors qu'ils avaient dit surtout n'envoyez jamais rien au Maroc. Et ils reçoivent le courrier, monsieur, vous avez 3 mois pour dégager. Déjà, en plus, parce que même les banques, même quand vous êtes identifiant fiscal, etc., ils sont en train de dégager toute la clientèle qu'ils considèrent comme étant africaine. Nous sommes en Afrique, pour ceux qui ne l'auraient pas encore réalisé. Et donc, même si vous êtes clair déjà, ils vous dégagent. Alors si en plus vous leur dites « Ah non, moi, l'identifiant fiscal, j'ai pas une déclaration, quelle déclaration ?» Alors là, vous partez, et en plus, ils peuvent même vous balancer à Tracfin ou à d'autres choses, et ils ont l'obligation de ne pas vous prévenir quand ils vous balancent. Voilà. Vous voyez, tout le monde a peur. Bon, je suis content. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant si on veut essayer de se dire « Ok, j'ai compris, je ne m'appelle pas James Bond, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Donc, bien évidemment, je considère que ceux qui se sont déjà régularisés, les Marocains qui ont fait la contribution libératoire en 2014, les étrangers qui ont fait l'amnistie fiscale en 2018, normalement, ne devraient même pas être dans cette salle, étant entendu néanmoins que chaque année, ils doivent faire une déclaration de revenus. Et on fait une déclaration de revenus mondiale. Quand on vit au Maroc, on fait une déclaration de tous les revenus qu'on a. Ceux du Maroc, comme ceux d'étrangers. Et ceux d'étrangers, c'est quoi les revenus qu'on peut avoir à l'étranger? Déjà, ça peut être des retraites, naturellement. Ça peut être potentiellement des salaires, voire des honoraires qui nous sont versés par une société étrangère. Ça peut être bien évidemment les intérêts sur livret, les dividendes d'actions, les portefeuilles qu'on peut avoir, les intérêts obligataires. Tout cela se déclare naturellement au Maroc et on paye des impôts, et je pourrais rentrer dans les détails si vous le souhaitez. Bien, il se trouve que même dans cette catégorie-là, on a des gens qui peut-être sont dit « Ah ouais, mais moi, j'ai peut-être pas tout déclaré, etc. etc. » Mais surtout, on a tous ceux qui n'ont rien fait, ni en 2014 pour les Marocains, ni en 2018 pour les étrangers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour ceux qui ne sont pas James Bond, donc, pour les Marocains, eh bien, ils peuvent rentrer dans la contribution libératoire qui est mise en place pour les Marocains, qui se termine, je crois que c'est le 1er novembre 2020. La contribution libératoire pour les Marocains qui est exactement la même que celle de 2014. Donc, un petit rappel, pour que vous le sachiez, et quand je parle de Marocains, je parle naturellement des binationaux, des trinationaux, etc., puisque on est considéré comme Marocain au Maroc et on ne regarde pas les autres nationalités qu'on peut avoir. C'est une forme de tolérance, en fait, d'accepter que les Marocains aient une autre nationalité. Mais donc, ils sont considérés par l'Office d'échange comme les Marocains, et ces Marocains donc, doivent déclarer l'ensemble de leurs avoirs à l'étranger. Donc, si par exemple, ils ont une maison, ils vont déclarer la maison et ils vont payer 10% de la valeur d'acquisition de la maison. Donc, si vous avez acheté un petit bien à Marbella il y a 20 ans ou 30 ans, ça va pas vous coûter grand-chose. Parce que vous avez déclaré que cette valeur-là, vous allez payer 10% dessus. Bon, si vous avez un portefeuille titre, pareil, c'est un actif financier, et vous le gardez, hein, vous n'êtes pas obligé de le ramener au pays. Vous le gardez, mais vous payez 10%. Pareil sur la valeur d'acquisition. Alors l'acquisition d'un portefeuille titre, c'est très difficile parce que ça existe depuis 20 ans ou que sais-je, vous avez acheté, vendu. Donc ce qu'on fait simplement, c'est qu'on prend le portefeuille et quand vous regardez le portefeuille, la photo du portefeuille au 31 décembre, l'état du portefeuille au 31 décembre que généralement le banquier vous donne, en tout cas c'est le minimum qu'il vous donne, vous allez voir que vous avez une action, par exemple Renault, qui vaut maintenant 120, mais vous avez la valeur d'achat. Peut-être à l'époque vous l'aviez acheté 80. C'est cette valeur-là qu'on retient pour calculer les 10%, puisque là encore, on paye 10% sur la valeur d'acquisition. Par contre, si vous avez des comptes courants, vous avez des comptes en banque, sur lesquels il y a des liquidités, vous avez l'obligation, toujours en qualité de Marocain, vous avez l'obligation de rapatrier la totalité du compte et de le clôturer.
la totalité du compte, c'est-à-dire que vous rentrez 25% en dirhams et 75% en devises ou en dirhams convertibles. Sur les 25% en dirhams, vous allez payer 2% de contribution libératoire, et sur la partie devises ou dirhams convertibles, vous allez payer 5%. Et ça, sur la partie devises ou dirhams convertibles, vous avez la capacité de les renvoyer pour reprendre, si vous voulez, un actif financier ou un actif immobilier. Ok ? Voilà. Alors, on vous permet de conserver des comptes bancaires, et je sais que c'est important. On vous permet de conserver des comptes bancaires. Par exemple, si vous avez un bien immeuble, on vous dit c'est normal, vous allez payer des charges, etc. Donc, on vous autorise à conserver un compte bancaire pour le bien immeuble. Okay. Moi, il m'est arrivé pour certains clients d'en conserver un, même s'il n'y avait pas de bien immeuble, parce que les personnes avaient une mutuelle, avaient des retraites françaises, des mutuelles françaises, etc. Bon, ça a été accepté. Mais sinon, vous avez l'obligation de rapatrier les fonds. Ça, c'est pour les Marocains. Alors, bien évidemment, s'ils rentrent dans cette contribution libératoire, ils vont être initiés de tout ce qui s'est passé. Là, la différence de 2014, dans le texte de 2020, nous n'avons pas de période transitoire, etc. C'est donc pour moi d'application immédiate, c'est-à-dire que c'est tout ce qui s'est passé avant le 31 décembre 2019. Et pour être plus précis, avant le 30 septembre, oui, petite précision, en fait, quand ils vont vous demander les relevés des comptes courants, ils vont vous demander les relevés au 30 septembre 2019. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'annonce en septembre 2019. Et ils se sont doutés qu'il allait y avoir des petits malins qui, eux, ils avaient du cash dans le compte en banque. Ils se sont dit, aïe, 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 je vais tout ramener au pays. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je vais tout placer en actions, en obligations, etc. Parce que là, je paye plus, mais je garde l'argent à l'étranger. Sauf que, effectivement, s'ils l'ont fait au moment de l'annonce, ils vont la faire en octobre, en novembre, en décembre. Et bien évidemment, quand vous faites la contribution libératoire, vous devez fournir le relevé au 30 septembre. Et si vous avez placé le cash, on va vous dire ça compte pas. Alors celui qui va vous le dire, c'est le banquier. Parce que vous faites des déclarations sous X. C'est pas l'office d'échange, on va à la banque. Et donc il y a un banquier qui vous reçoit et vous lui donnez le papier, donc il y a un formulaire à remplir, actifs financiers, machin, ça vaut tant, 10%, ça fait tant, etc. Et les justificatifs. Et c'est le banquier qui va apprécier aussi l'approche. Après, c'est sous X. Lui, il va transmettre uniquement des noms de code, entre guillemets, enfin des chiffres, et des montants. Il va payer tout ce qu'il faut pour le mois, pour tous les gens qui ont venu faire leur contribution libératoire. Donc l'office d'échange ne sait pas que vous avez déclaré, naturellement. Mais un jour, notamment lors de l'échange automatique de données bancaires, elle va se rendre compte qu'il y a des comptes bancaires à l'étranger, qui sont les vôtres, vous, Marocains. Et là, elle va vous envoyer un petit courrier. Oui, bonjour, on a trouvé un compte bancaire, qui vous appartient, qu'est-ce qu'il en est que vous l'avez déclaré? Et là, vous sortez le joker et vous leur dites, ah mais moi j'ai déclaré tout, voilà mon numéro qui m'avait été donné, j'avais déclaré à l'époque, à telle banque, voilà le numéro, et là ils vous retrouvent, machin, etc. Ça ne les empêche pas de voir ce qu'il en est, de voir des justificatifs, ils peuvent exercer un contrôle, mais si vous avez tout bien fait, vous avez tout payé, tout va bien. Ça, c'est pour les Marocains. Et pour les étrangers? Eh bien, pour les étrangers, il n'y a pas de bis repetita sur l'amnistie fiscale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous vous dites, bon, mais là, je ne peux pas continuer, parce que déjà, je ne suis pas James Bond, qui vont pouvoir me retrouver, puis si je n'ai pas d'identifiant fiscal, même si mon banquier en Suisse, il m'accepte encore, le jour où je vais sortir 100 000 € pour acheter, ou 300 000 € pour acheter un appartement au Petit à Paris, le banquier parisien, dès qu'il va voir arriver le cash de Suisse, il va dire, oh là 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 là, ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est l'identifiant fiscal, origine des revenus, déclaration, matati tatata. Vous allez faire bloquer, donc vous dites, ok, je vais prendre un identifiant fiscal, donc je fais ma déclaration. Ok. Au cas particulier, la déclaration de revenus au Maroc, ça expire le 29 février, vous avez encore quelques jours, et le 31 mars, pour les déclarations de revenus et profits de capitaux mobiliers, je vais y revenir. Imaginons que vous dites, ok, je vais me déclarer, tant pis. Je me déclare, donc maintenant, je fais ma déclaration en 2020 pour l'année 2019, donc, et je déclare des revenus étrangers que je n'avais jamais déclarés au Maroc. Bien, je paye mes impôts, très bien.
Et j'envoie la déclaration. Et là, elle passe aux X, hein, il y a votre nom, machin, etc. Là, l'administration marocaine reçoit la déclaration. Oh, surprise! Vous qui viviez depuis 30 ans au Maroc, c'est votre première déclaration de revenus. Alors, sur un malentendu, comme dit l'autre, peut-être que ça peut passer et ils ne viennent pas vous rechercher, mais ils pourraient venir vous rechercher. Alors, ils viendraient vous rechercher sur combien de temps? C'est ça le sujet, la prescription fiscale. La prescription fiscale, il y en a eu deux au Maroc. Jusqu'au 1er janvier 2016, la prescription fiscale, c'est-à-dire le nombre d'années sur lequel le Maroc pouvait venir vous rechercher, vous retrouver, les autorités fiscales, c'était 4 ans. Après le 1er janvier 2016, c'est devenu 10 ans. Voyons comment les choses se passent. Je fais ma déclaration maintenant, en 2020, pour mes revenus 2019, donc je paye 2019. Je balance la déclaration, ils viennent me voir. Coucou, vous nous avez oublié les années précédentes. Jusqu'à quand peuvent-ils remonter? 2018, 2017, 2016, et là, pouf, ils sont bloqués. Pourquoi ils sont bloqués? Parce que quand vous étiez contribuable en 2015, la prescription était de 4 ans, elle était quadriennale. Donc, 16, 17, 18, 19. Donc en 2020, 2015 est prescrit. Ils ne peuvent pas remonter 10 ans en arrière, ça serait rétroactif fiscalement et ça serait anticonstitutionnel. Donc, si vous faites la déclaration maintenant, pour 2019, il vous resterait à payer, si vous retrouvez 2018, 2017, 2016, avec les pénalités et les majorations de retard, bien entendu, qui sont relativement élevées, puisque les majorations de retard, c'est tout de suite 35%. Et ensuite 0,5% par mois de retard, soit 6% par an. Bon, donc ça on le calcule et puis on se dit qu'on pourra toujours négocier et on peut négocier la remise de pénalité de retard avec l'administration fiscale, c'est assez courant. On peut arriver des fois jusqu'à 50% de remise sur les pénalités majoration de retard. Donc, on pourrait faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on déclare? Puisque je m'adresse peut-être à un public qui ne déclare pas. Donc, qu'est-ce qu'on déclare? Qu'est-ce qu'on doit déclarer? Les Marocains ont compris, ils doivent déclarer le patrimoine déjà, mais qu'est-ce qu'on déclare les étrangers comme revenus? Et qu'est-ce que les Marocains doivent déclarer ensuite comme revenus? Puisqu'après, chaque année, tout le monde fait une déclaration de revenus. Et là, tout le monde est égal devant la loi fiscale, est égal devant l'impôt. Donc, qu'est-ce qu'on déclare? On déclare tous ces revenus. Alors, je ne parle pas des revenus marocains, je parle des revenus étrangers au cas particulier. Les retraites, alors retraite, je ne vais pas vous l'expliquer, maintenant je vois qu'il y a plein de... En bâti dans la salle, tout le monde est là depuis des années, tout le monde sait qu'on peut diminuer l'impôt de sa retraite étrangère, de sa pension étrangère. On est étranger, qu'on perçoit une pension étrangère, on peut diminuer l'impôt sur sa retraite. Si vraiment certains ne savent pas, vous me poserez des questions. On va déclarer ses salaires, tout ça dans le cadre de la déclaration générale de revenus global, qui expire, donc le délai expire le 29 février cette année, puisque c'est le 29 février cette année, en fait plus exactement le lundi d'après. Donc, on déclare tout ça dans la déclaration de revenus global. Cette déclaration de revenus global, pour la plupart des sommes qui sont déclarées, des revenus qui sont déclarés, on va probablement passer sur le barème d'imposition, le barème progressif de l'impôt au Maroc, qui va jusqu'à 38%. Dès qu'on a dépassé 18 000 euros dans l'année, 180 000 dirhams, on atteint la tranche marginale d'imposition de 38%. Et puis, on va déclarer les revenus et profits de capitaux mobiliers, notamment de sources étrangères, et là, la déclaration se fait au 31 mars. Et au 31 mars, on fait la déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers. Donc, généralement, on demande à sa banque, lorsqu'on a un portefeuille titre, l'état des revenus et des plus-values réalisés au cours de l'année. Et là, ils vous font une fiche à leur IRA, ils disent « Ah oui, mais non, on ne fait pas ça, on va prendre du temps, de l'argent. » Bon, bref, mais à la fin, ils vous le font, et ils vous envoient un état des revenus et des plus-values réalisés au cours de l'année, et on prend les revenus et les plus-values. Les plus-values, c'est le plus simple, vous allez être imposé à la plus-value. J'ai vendu des actions, mon courtier
mon account manager a vendu des actions, des obligations, j'ai réalisé une plus-value, j'ai réalisé des moins-values, je fais plus-value, moins-value réalisée au cours de l'année, ça me donne une somme de X, 20% d'impôt. Convention fiscale ou pas convention fiscale? Parce que généralement dans les conventions fiscales, le gain en capital est déclaré et imposé dans le pays de résidence du bénéficiaire. Et quand il n'y a pas de convention fiscale, vous payez l'impôt. Et vous payez même l'impôt dans l'autre pays. Bon, et puis il y a les revenus. Alors sur les revenus, il y a des seuils. Et quand il n'y a pas de convention fiscale, vous payez l'impôt. Et vous payez même l'impôt dans l'autre pays. Bon, et puis il y a les revenus. Alors sur les revenus, il y a des intérêts. Il y a des intérêts sur livret, il y a des intérêts obligataires, il y a des dividendes d'actions, etc. Au Maroc, c'est 15%. C'est 15%, mais ça dépend s'il y a une convention fiscale avec le pays qui a émis l'action et s'il y a déjà une retenue à la source qui a été effectuée. Prends un exemple. La France et le Maroc ont une convention fiscale de non-double imposition. Quand vous avez une action française, Renault, même si elle est dans un portefeuille en Suisse, l'action que vous avez sur le portefeuille, c'est une action Renault. Donc l'émetteur, il est français. Donc c'est la France. Il y a un dividende qui est versé de l'action Renault. Par exemple, 100. Vous avez touché 100 de l'action Renault au cours de l'année. Eh bien, le fisc français demande à Renault de lui verser une retenue à la source, qui est de 30% en France. C'est la flat tax de Macron. Et 30%. Je dis, il faut lui prendre 30%. Donc la personne verse 30%. Enfin, l'émetteur verse 30%. Vous allez déclarer les mêmes 100 que vous avez reçus, sauf que vous avez, en cash, vous avez pris 70, hein, 100 moins 30, 70. Mais vous allez déclarer 100 au Maroc. Et vous êtes censé payer 15%. Sauf que, comme vous avez déjà payé l'impôt en France, et qu'il y a une convention fiscale de non-double imposition, vous utilisez cette retenue à la source comme un crédit d'impôt. Et donc, vous n'allez pas payer au Maroc, vous allez payer 30%. En fait, la convention fiscale prévoit que le Maroc, la France n'a pas le droit d'imposer plus que 15%. Donc là, vous avez même trop versé. Trop versé. Je vous expliquerai, si vous voulez, mais vraiment, il faut que ça vaille le coup, que vous pouvez éviter d'être trop taxé par l'émetteur en remplissant des documents pour ça. Et de manière à ce que l'émetteur respecte les 15% en cas particulier de la convention fiscale. Mais, si par exemple, on avait un émetteur dans lequel la retenue à la source était de 5%, vous pouviez faire jouer le crédit d'impôt sous réserve qu'il y a une convention fiscale, mais là, comme vous devez payer 15% au Maroc, vous avez payé 5%, vous imputez 5%, il vous reste à payer 10% au Maroc. Ok? Voilà, c'est un peu... Ah oui, autre chose, souvent les gens se posent des questions, les revenus fonciers. Les revenus fonciers. Les revenus fonciers sont imposables dans le pays de résidence du bien immobilier. C'est-à-dire que si vous avez un appartement en France, à Marbella, que sais-je, vous le louez, c'est imposable uniquement dans le pays où se situe le bien immobilier, sous réserve bien évidemment qu'il y ait une convention fiscale entre le Maroc et ce pays-là. Le Maroc a établi 50 conventions fiscales, avec la plupart des pays dans lesquels on peut avoir des trucs. Normalement, ça devrait le faire. Donc, pourtant, il faut quand même déclarer le revenu foncier étranger dans la déclaration générale de revenus. Pas pour être imposé, mais parce que le Maroc, comme d'autres pays, pratique le coefficient effectif d'imposition. C'est quoi? C'est j'ai des revenus marocains dans le cadre de ma déclaration générale de revenus, j'ai des revenus étrangers, etc. Et j'ai des revenus fonciers. Je déclare les revenus fonciers. Imaginons que sans mes revenus fonciers, tous les revenus que j'avais déclarés me soumettaient à une tranche d'imposition au Maroc, par exemple, de 30%. Quand j'incrémente mes revenus fonciers étrangers, j'augmente ma base d'imposition et du coup, le barème passe de tranche et je suis par exemple à 38%. Mais par une règle de 3, j'extrais le revenu foncier, donc il ne va pas être imposé dessus, et je vais imposer à 38% tous les autres revenus que j'avais. Voilà. Et je crois que là, je vous ai... Ah oui, je peux finir sur un petit point, après vous me poserez des questions, naturellement, sur les amnisties au Maroc. Parce qu'il y a à peu près, plus ou moins, 4 amnisties au Maroc actuellement. La contribution libératoire, je vous en ai parlé. Il y a aussi celle que j'aime beaucoup,
c'est sur les liquidités, le cash. C'est-à-dire que si vous avez des billets de banque dans une choukara, des billets de banque marocains naturellement, ou dans une valise, vous pouvez aller à la banque, vous jetez tout ça sur le guichet, j'allais dire comme d'habitude, mais là, vous payez 5%, on vous le remet dans le circuit bancaire, et c'est le joker. C'est-à-dire que si jamais après vous utilisez ce cash-là pour acheter un appartement, le fisc vous tombe dessus en disant « Ah, tu savais fait !» Ah, joker. Voilà. Alors, petite précision, c'est valable non seulement pour le cash que vous avez dans vos coffres, mais c'est valable aussi pour l'argent que vous avez sur des comptes bancaires. Et voilà, il a l'habitude de mettre la choukara, mais bon, le banquier étant s'il était content, il ne s'est pas posé de questions sur l'origine des revenus. Et voilà, vous pouvez arriver et dire au banquier, non, voilà, tout le cash qu'il y a sur ce compte en banque, je paye 5% et tu me le blanchis. Parce que ça s'appelle le blanchiment. Donc, parfait, donc vous pouvez faire ça. Simplement pour faire ça, il faut que ça soit considéré comme un revenu professionnel ou agricole. Ça veut dire, et vous êtes exonéré au niveau de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire qu'en fin de compte, grosso modo, il faut avoir une patente, ou alors il faut être un professionnel libéral, médecin, notaire, avocat, ou alors il faut avoir une patente. Et on vous autorise à prendre une patente cette année et à faire le truc. Très bien. Petit détail. Je pense qu'ils ont tiré rapidement le coup, ou alors peut-être ça visait vraiment qu'une très faible partie de la population, mais vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu, mais a priori pas de TVA. Donc si vous considérez avec une patente, comme j'en sais rien, consultant, et que vous mettez plus, alors je ne sais plus c'est quoi l'exonération de TVA pour les prestataires de services, je crois que c'est 300 000 dirhams ou un truc comme ça. Si vous mettez plus de 300 000 dirhams, vous arrivez avec 3 millions de dirhams, à mon avis, vous allez avoir un petit problème, parce que pour moi, en tout cas, d'après ce que j'ai lu de la circulaire, vous n'êtes pas exonéré de TVA. Donc déjà, il pourrait se poser un problème sur la TVA. Sans compter qu'après, effectivement, vous avez une activité professionnelle, vous avez déclaré des trucs, bon, personne ne va plus rien vous dire dessus. On peut supposer peut-être que vous allez continuer à déclarer des trucs, puisque vous avez une activité professionnelle. Je ne sais pas. Nous verrons. Autre amnistie, l'amnistie sur les bilans des sociétés. Je n'ai pas déclaré la totalité de mon chiffre d'affaires. Au Maroc, ça me semble étonnant quand même, mais bon. Donc, 2016, 2017, 2018, je fais une déclaration rectificative. J'avais oublié. Et là, vous demandez à un expert comptable de faire une attestation. Si vous en trouvez un, vous me le dites, parce que pour l'instant, ils ont tous fait un blocus. Aucun expert comptable ne veut signer l'attestation. Ils ont reçu le DG de la DGI. Ils lui ont dit, mais nous, on n'a pas une responsabilité à faire l'attestation. Il ne leur a pas vraiment répondu. Ils ont décidé qu'ils ne feraient pas d'attestation. Mais il faut toujours trouver un petit gars peut-être perdu en Médina, je ne sais pas. Bon. Donc, l'attestation de l'expert comptable, la déclaration rectificative sur votre chiffre d'affaires non déclaré de votre société 2016, 2017, 2018, vous ne payerez que l'IS et la TVA. Vous ne payerez aucune majoration et pénalité de retard. Et vous serez prescrit, entre guillemets, vous ne pourrez pas être contrôlé fiscalement. Alors si, vous pourrez l'être, mais pas sur le chiffre d'affaires que vous aurez déclaré, naturellement. Enfin, dernière amnistie, c'est sur les revenus fonciers. Je n'aurais pas déclaré mes revenus fonciers dans les 3 dernières années. Je le déclare, je paye que l'impôt y afférent et je suis prescrit sur le sujet. Et voilà. Merci. On va prendre quelques questions parce que c'était tellement réjouissant que je pense qu'il y a quand même quelques questions qui vont venir. Oui, bonjour. Moi j'avais une petite question concernant les assurances vie. Pas besoin finalement. C'est bon? Donc j'avais une question concernant les assurances vie qu'on a pu contracter à l'étranger. En partie, donc, parce qu'il y a des dividendes, normalement on s'est versés. Je suppose qu'ils font partie du cas de figure. En fait, l'assurance vie, c'est une enveloppe juridique et qui fait qu'en fin de compte, les revenus qui sont générés
Souvent parce qu'à l'intérieur du contrat d'assurance vie, il y a des placements financiers, des actions, des obligations. Les revenus qui sont générés tombent, entre guillemets, dans le portefeuille de l'assureur, de l'assurance vie. Vous ne pouvez pas les appréhender directement, ils ne sont pas versés sur un compte bancaire. Si vous voulez prendre de l'argent dans votre assurance vie, vous êtes obligé de faire une démarche spécifique, qui est une demande de rachat partiel, total. Et donc, tous les revenus qui sont tombés dans le contrat d'assurance vie ne sont pas imposés. Sauf si vous faites un rachat partiel. Et si vous faites un rachat partiel, le fisc, il y a 2 ans de ça, a fait un petit truc de questions-réponses et ils ont dit voilà comment nous on traite le rachat partiel de l'assurance vie. Je n'ai pas été trop convaincu par la méthode de calcul qu'ils ont utilisée, qui me paraît simpliste, mais en tout cas simpliste, où il faut vraiment que l'approche soit très simpliste. C'est-à-dire que le gars, il n'a jamais touché l'assurance vie, pouf, il a fait juste un versement unique et 4 ans après, il ressort un truc et ils ont une règle par 3 qui permet de déterminer le revenu qui va être ensuite imposable. Moi, j'aurais plutôt proposé de demander à l'assureur, que les contribuables demandent à l'assureur un IFU, un imprimé fiscal unique ou quelque chose comme ça, parce que seul l'assureur est capable de bien pouvoir calculer le montant du revenu qui est afférent au rachat partiel. Je m'explique. Quand vous faites un rachat partiel auprès d'une assurance vie, on vous redonne une partie de l'argent que vous avez mis. C'est votre capital. C'est un remboursement. Il va être imposé dessus. Mais dedans, il y a une partie des intérêts, puisque vous avez placé l'argent. Donc, il faut faire la décote entre les intérêts et le remboursement. Et ce sont cette part d'intérêt qui va être soumise à l'impôt progressif marocain, qui, je vous rappelle, va jusqu'à 38%. D'ailleurs, c'est une possibilité d'optimisation fiscale. C'est-à-dire, optimisation fiscale, ce n'est pas un gros mot, hein, contrairement à ce que les gens essayent de faire croire, absolument politiquement correct, ce n'est pas un gros mot. Optimisation fiscale. Vous avez des portefeuilles actuellement qui distribuent des revenus, des plus-values, etc. Je vais vous expliquer, vous allez taper 15% et 20% sur les plus-values. Et là, vous dites, ah oui, mais non, mais alors moi en plus, je ne l'utilisais pas, le portefeuille, c'était uniquement ma tirelire que je gardais, voilà, et je vais payer de l'argent dessus. Eh bien, vous avez la possibilité de modifier votre portefeuille, par exemple en le plaçant dans un contrat d'assurance vie pour qu'il continue à tourner, mais que vous ne payez pas d'impôt. Mais attention, si vous faites ça, vous transférez le portefeuille dans le contrat d'assurance vie, c'est comme si vous faisiez un apport, et quand vous faites un apport, s'il y a des plus-values latentes, c'est-à-dire que l'action, vous l'avez achetée 100 et vaut 150, vous ne la vendez pas, vous la portez dans le contrat d'assurance vie, on va calculer la plus-value latente, soit 50 au cas particulier, et normalement vous devriez être imposé au Maroc. Donc quand on fait ça, il faut prendre le temps avec le banquier pour commencer à le faire progressivement. Vous faites plus-value latente, moins-value latente, boum. Okay, ou alors vous pouvez modifier le portefeuille et à ce moment-là, vous faites des fonds, plutôt que des actions qui vous apportent des dividendes, vous rentrez dans des fonds qui capitalisent. Comme ça grossit, mais vous n'êtes pas imposé sur le revenu. Ça sera dans le cadre des échanges de données bancaires, les banquiers donneront ces informations. Non, alors là c'était comment optimiser mon placement financier par Frédéric Elbar. Mais on parle des opérations sur l'assurance vie, bien sûr. L'assurance vie, ils vous donnent, bien évidemment, ils vont donner le solde de l'assurance vie au 1er janvier. Donc les gens, le fisc, saura qu'on a, et s'il y a des revenus, des rachats partiels, ça sera naturellement spécifié. D'autant plus que ça sera spécifié parce que ça va tomber sur un compte courant, le rachat partiel. Et donc le banquier du compte courant va donner l'information. Donc les rachats partiels seront imposés au Maroc. Mais bien sûr. Ah mais c'est pas ils seront, ils l'ont toujours été. Simplement les gens ne le déclaraient jamais. Mais tout ce que je vous dis, c'est des choses qu'il fallait faire depuis des années. Hein. Non mais je veux dire, il y a la non-double imposition, c'est à ce niveau-là, je pense qu'on va dire. Parce non, parce qu'au cas particulier, dans le rachat partiel du contrat d'assurance vie, soit vous aurez, ce qui à mon avis n'existe pas, une sorte de retenue à la source qui sera pratiquée par l'émetteur, l'assureur, au cas particulier, et à ce moment-là, vous aurez de toute façon, vous serez imposé au Maroc. Et si on est sur un rachat partiel de contrat d'assurance vie, je doute qu'il y ait une retenue à la source. S'il y a une retenue à la source, probablement ça sera sur la part intérêt. Il faut voir de quelle nature c'est exactement.
pour qu'ensuite on puisse faire jouer potentiellement un crédit d'impôt. Mais je crains que ça soit difficile parce que le rachat partiel au Maroc est considéré comme, entre guillemets, une sorte de salaire, c'est-à-dire soumis à l'impôt progressif, et que s'il y a une retenue à la source pratiquée par l'assureur, ça sera une retenue à la source de type revenu de capitaux mobiliers. Et donc vous risquez peut-être une double imposition, mais tout dépend en fin de compte de l'émetteur, de l'assureur. En faisant valoir votre résidence fiscale marocaine, peut-être qu'il ne vous soumettra pas une retenue à la source. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure en évoquant les portefeuilles titres. Sur là, vous payez trop d'impôts parce que l'émetteur a pris 30%, par exemple en France, alors que normalement il devrait limiter sa retenue à la source à 15%, compte tenu de la convention fiscale entre la France et le Maroc. Vous avez le formulaire CERFA 5000 de l'administration fiscale française, qui est une attestation de résidence, que le Maroc accepte de tamponner depuis 2017, parce qu'avant l'administration fiscale marocaine n'acceptait pas de tamponner les formulaires fiscaux étrangers, maintenant il le fait. Vous avez avec ce formulaire 5000 dans lequel vous écrivez que voilà, vous êtes résident ici, vous percevez des intérêts, machin, etc. Vous le soumettez aux fonctionnaires marocains de votre lieu de résidence, ils vous le tamponnent. Peut-être qu'il ne comprendra pas tout de suite, donc il faudra peut-être demander au chef, qui demandera au surchef, et qu'à la fin il vous dira oui d'accord, c'est bon, le tamponne. Bon, mais vous allez arriver à le faire tamponner. Et donc quand vous allez le tamponner, vous allez l'envoyer, c'est sous 3 exemplaires, à votre banque, en 2 exemplaires me semble-t-il, puisqu'il y en a un qui est destiné au fisc du pays de l'émetteur, et vous en conservez un. Et là, la banque, par exemple, qui est en Suisse, elle a reçu le formulaire 5000 français avec, comme quoi vous êtes résident fiscal et que donc il y a une convention fiscale entre la France et le Maroc, et elle est censée faire en sorte qu'on ne prélève plus 30% de retenue à la source, mais plus que 15%. 15% c'est dans la limite, donc vous ne payerez pas d'impôt au Maroc, donc vous ne payerez plus que 15% qui est la retenue à la source, et vous aurez gagné quand même les 15%, puisqu'avant on prélevait 30%. Oui, merci d'abord de vos informations. Ça me fait plaisir. Moi, je voulais revenir sur les placements financiers, les placements mobiliers, pardon. Oui. Placement mobilier. Alors, imaginons un placement mobilier qui est sur un compte joint, en France par exemple. Il est déclaré 50% pour l'un, 50% pour l'autre, ou il est déclaré l'un ou l'autre. Alors, je rappelle qu'au Maroc, il n'y a pas de foyer fiscal. Oui. Donc, on déclare monsieur d'un côté et madame de l'autre. Absolument. Voilà. Donc, si vous avez un compte joint avec un couple de Français, Oui. de Franco-Français, Oui. ils n'ont à déclarer que les revenus qu'ils perçoivent de ce compte. Oui, sur les 50% chacun. Ah, vous mettez 50%, 50. Ah ben oui. Ben oui, c'est un compte joint et il n'y a pas de foyer fiscal au Maroc, donc j'ai fait le distinguo. Bon, alors, une deuxième question, si vous me Merci, permettez. bien sûr. Sur les plans d'épargne logement, alors c'est pas très simple, parce que les plans d'épargne logement qui étaient faits avant 2018, les 12 premières années, j'avais bien compris, les 12 premières années, les intérêts de ces plans logement, les 12 premières années, les intérêts ne sont pas imposables en France. Qu'en est-il au Maroc? Parce que est-ce que finalement, Les intérêts des points d'épargne logement, normalement, ne sont pas reversés sur un compte courant. Ils restent normalement dans le plan d'épargne logement. oui, mais on donne des intérêts annuels. Hein. Oui, mais on les donne, mais vous n'avez pas la capacité de les prendre, ou alors vous devez faire sauter le plan d'épargne logement. Absolument. Donc, ils ne sont pas donc, là. donc ils ne sont pas imposables, puisque ce ne sont pas des revenus que vous pouvez appréhender. Ah, d'accord, merci. Je vous en prie. Alors, je m'excuse, une observation quand même, c'est pas une question. C'est quand même un petit peu, c'est extraordinaire ces problèmes de déclaration des intérêts. Les prélèvements libératoires sont faits sur différents placements, sont faits en France, mais les intérêts sont imposés au Maroc. C'est quand même un peu curieux. Je me suis demandé, enfin c'est une question, est-ce que nos amis marocains qui sont résidents en France, c'est la même chose pour leurs revenus du Maroc, c'est-à-dire un Marocain qui est résident fiscal en France, est-ce que les autorités, le fisc marocain transmettra au fisc français les revenus de monsieur Intel, par exemple des revenus bancaires, des revenus de placement? On a quand même quelques doutes. On a l'impression qu'il y a alors, je vais vous rassurer tout de suite, monsieur, merci de votre observation. Permettrez de faire ma propre observation en la matière, je vous en prie, asseyez-vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous égaux devant la loi fiscale. Et je peux vous assurer une chose,
les Marocains communiquent des informations aux Français, les Français communiquent des informations aux Marocains, déjà d'une manière nominative, hein, c'est pas l'échange automatique, mais ils donnent des noms des gens, ils s'envoient des fax, celui-là il est chez moi mais je pense qu'il a des trucs chez toi, balance-moi tout, ils le font. Et les Marocains sont très intéressés parce qu'ils savent que les gars jouent sur nos tableaux, notamment les belgo-marocains. Et ils sont très intéressés, et les Belges aussi, à pouvoir mettre la main dessus. Vous voyez? Donc, je vous rassure, je pense que là-dessus, les Marocains sont aussi bien lotis que nous, je crois. Et par contre, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a des Marocains qui vivent en France, qui sont résidents fiscaux français, et qui ont des comptes bancaires. Oui, mais moi aussi, je vais vous expliquer quelque chose. Ils sont résidents fiscaux français, qui ont des comptes bancaires au Maroc, non déclarés aux autorités fiscales françaises. Des comptes bancaires qui parfois tournent d'un point de vue commercial. Vous savez ce que c'est le risque pour eux en France? C'est 2 millions d'euros d'amende et 6 ans d'emprisonnement. Vous, pour l'instant, vous payez des impôts, vous payez 35%, vous êtes prescrit sur la partie, tout va bien. Donc s'il y en a qui ont du souci à se faire là-dedans, c'est plus les Marocains résidents de France que les Français résidents du Maroc. Oui. Encore une petite question d'ordre pratique. Il s'avère que moi je touche une retraite marocaine et une retraite française. Et lors de la déclaration, on m'a demandé en fait de cumuler les deux, Oui. alors que le prélèvement à la source est fait sur le Maroc, sur toute la partie. Oui, mais vous déclarez naturellement la retenue à la source marocaine. Oui, je la redéduis après. Bah, vous la déclarez parce qu'en fait vous déclarez vos revenus, retraite marocaine, retraite de source étrangère, impôt retenu à la source, etc. Mais la totalité des retraites sont cumulables pour une raison précise, c'est qu'on veut déterminer le coefficient effectif d'imposition. Et oui, et c'est ça. Il y a un peu de questions. Madame, je vous en prie. J'ai une question, vous parlez de couple mixte, et moi j'ai des enfants mineurs pour lesquels j'ai ouvert des comptes assurances. Oui. Ils sont donc marocanisés, elles sont binationales, mais est-ce que, elles sont mineures, mais est-ce que dans la déclaration de patrimoine à faire pour ces enfants-là? Et oui. Et alors qui peut la faire? Alors, c'est une bonne question. Je ne me suis jamais posé la question sur les mineurs. Pour moi, c'est le tuteur légal qui devrait le faire pour ses enfants. Il devrait indiquer, il devrait faire la déclaration. Je suis pas marocaine, moi, donc c'est son père. Bah, ça sera son père. Non, mais c'est juste pour savoir. Oui, oui. Non, mais pour moi, c'est le tuteur légal, ok, qui fait la déclaration. Parce que le mineur, bon, s'il a 10 ans, ça va être difficile de lui demander de signer le truc. Ok. Par contre, il faut bien faire la déclaration parce que c'est un patrimoine qui appartient à un Marocain à l'étranger. C'est ça, je voulais. Voilà. Et donc, on va faire la contribution libératoire. Alors, je ne sais pas, le père, on va dire comme ça, puisque le Marocain va faire la déclaration libératoire, mais va signifier que ça appartient à ses enfants. Il va mettre le nom des enfants. Et il va payer l'impôt pour eux. Il le déduira plus tard quand ils seront plus grands. J'ai une question sur. Excusez-moi, mais il y avait monsieur, je crois, qui avait posé une question dès le départ, non? Oui. Tout à l'heure, vous avez bien dit qu'un résident français, un Français résident fiscal au Maroc qui détient un compte bancaire, que ce soit en France, que ce soit à Monaco, que ce soit en Suisse, avec des liquidités qui ne travaillent pas, Ouais. qui ne génèrent aucun revenu. Ouais. Est-ce qu'il a l'obligation de déclarer? Non. D'accord. Non, ok. Il n'y a pas d'obligation de déclarer tes actifs. Oui, c'est ça. L'obligation de déclarer le Cette revenu personne-là perd non seulement toutes les charges que les banquiers et les prévus bancaires, voilà, mais en plus elle perd à peu près 1,5% par an, qui est le taux de l'inflation. Ah oui. Moi j'ai une question à propos d'une vente immobilière en France. Oui. En tant que résident fiscal au Maroc, qu'est-ce que je dois déclarer? Au Maroc, rien. La plus-value immobilière est imposable uniquement dans le lieu où se situe le bien immobilier, notamment lorsque le pays a signé une convention fiscale avec le Maroc, ce qui est le cas avec la France. Donc la plus-value est imposable uniquement en France. Je vais vous parler un peu de cette plus-value immobilière, il y a des choses intéressantes à savoir. Les Marocains ont sorti, les Marocains, l'administration fiscale marocaine a sorti
une sorte de question-réponse à l'époque où ils ont sorti l'amnistie fiscale pour les Français, où ils ont expliqué que ça devait être aussi imposable au Maroc. Donc moi j'ai juste fait un bon, je crois que l'ambassade a fait un bon, Bercy a fait un bon, tout le monde a fait un bon. Bon, ils n'ont pas changé le formulaire pour autant, mais moi je n'y crois pas une seule seconde. Oui, parce que quand on remplit la déclaration, il y a revenu foncier et il y a gain immobilier. Donc moi, je me suis posé la question. Non, mais... Qu'est-ce que veut dire gain immobilier? Non, moi je vous dis, la loi, bon après si les États ne veulent pas respecter la loi, c'est un problème, mais la loi fiscale et la convention fiscale franco-marocaine imposent de manière exclusive la plus-value immobilière dans le pays où se situe le bien immobilier. Donc, alors non, je disais un truc, il y a un point important pour les plus-values immobilières, il faut le savoir. La plus-value immobilière, c'est pour vous une résidence secondaire en France. Donc vous ne pouvez pas bénéficier de la résidence principale. Donc au bout de 30 ans, vous serez exonéré. En fait, c'est par palier. Au bout de 6 ans, c'est une réduction de 5%. Tatati, tatata. Petite astuce que je vous livre gentiment, mais je vous ai déjà livré pour ceux qui me suivent. Si vous avez un bien, que vous soyez marocain ou que vous soyez français, vous avez un bien au Maroc, en France, et que vous vendez, et que vous réalisez une plus-value, et que vous êtes capable de justifier à l'administration fiscale française que vous avez vécu au cours de votre vie 2 ans en France, de manière consécutive, notamment en leur fournissant de taxes d'habitation. Certains nombre d'entre vous, marocains j'entends, ont fait des études en France, etc., sont capables de justifier d'au moins 2 ans consécutifs. Eh bien, lorsque vous vendez ce bien immobilier, s'il était libre de toute occupation au 1er janvier de l'année précédant la cession, vous bénéficiez d'un abattement de 150 000 € sur la plus-value. Donc, vous avez un appartement de 200 000 €, vous le vendez 300 000 €, vous n'avez jamais bénéficié de cette exonération, vous avez le droit qu'une fois. Vous pouvez justifier que vous avez vécu 2 ans en France de manière consécutive, le bien était libre de toute occupation vendue. Vous avez droit à un abattement de 150 000 €, donc au cas particulier de ma plus-value de 100 000 €, vous ne payerez pas d'impôt en France. C'est peu connu de la part des notaires français qui ont peu l'habitude de travailler avec des non-résidents. Mais ça existe dans le Code général des impôts français. Oui, voilà. À propos des SCPI qui sont des parts papier, des parts Oui. d'appartements. Ce sont des revenus fonciers, madame. Donc on les rajoute aux revenus fonciers. Vous les rajoutez aux revenus fonciers? Oui, exactement. Mais attention, dans ces SCPI, donc les SCPI, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des revenus, c'est de la pierre papier. Donc en fait, ce sont des sociétés qui achètent des immeubles et qui les louent et qui vous en rétribuent une partie. Donc c'est assimilé à des revenus fonciers. Donc on les déclare dans le cadre de revenus fonciers qui sont déjà été imposés par ailleurs. Donc vous n'avez pas à être imposé dessus puisqu'il y a une convention fiscale, etc. Et donc, ces revenus fonciers ne sont pas imposables, mais attention, souvent les SCPI, excusez-moi, souvent dans les SCPI, les gens, les SCPI placent aussi de l'argent. Ils ont un trésor de guerre, avant qu'ils achètent un immeuble. Ils le placent. Et ça produit des intérêts. Et ça, c'est véritablement des dividendes. Et là, vous risquez de déclarer, dans la déclaration potentiellement du 31 mars, sous forme de dividendes, sur lequel il faut payer. Et oui, parce que c'est des dividendes. Parce que moi, je perçois effectivement des dividendes. Non, mais alors attention, parce que les SCPI, souvent, ils appellent dividendes, mais en fait, ce sont des revenus fonciers. Mais des fois, ils vous disent dividendes exceptionnels. Et d'ailleurs, il y a un petit astérix qui vous renvoie, qui vous dit, ça, c'est un placement indirect. Donc ça, Et ça, c'est un dividende qu'il faut déclarer. Bon, alors, on s'en fout, des fois, c'est pas grand-chose. Vous n'avez qu'à tout déclarer, vous payerez. Voilà, si vous voulez. Mais normalement, il faut comme faire comme ça. On va prendre encore 2 questions, après on arrêtera. Madame? Et après, monsieur. Vous avez parlé de transparence, donc France et Maroc, Suisse-Maroc par exemple. Est-ce que cette transparence est triangulaire? France-Suisse, parce que vous êtes au Maroc. Non, qu'on se comprenne bien. Sauf à ce que vous ayez plusieurs résidences fiscales, ce qui normalement n'est pas envisageable, mais on ne sait jamais. Les banques qui ne sont pas de votre pays, par exemple les banques marocaines, ça vous résidentes au Maroc, elles ne vont rien déclarer à personne, puisque vous êtes résidente au Maroc. Mais les banques
étrangères qui savent que vous êtes résident fiscal au Maroc vont déclarer au pays de votre résidence fiscale. Donc, si vous avez un compte en banque en France et un compte en banque en Suisse, elles ne vont pas communiquer entre elles. Elles donnent l'information qu'au Maroc. Voilà. Oui, monsieur. Deux, si je peux. Oui, oui, allez-y. Vous avez parlé d'obligation pour les binationaux, donc marocains, au niveau de fiscalement parlant, de rapatrier la totalité des avoirs. Non, pas des avoirs, des comptes courants liquides. Les avoirs ne sont pas. Les comptes courants liquides. Est-ce que ça s'applique aux comptes qui ont été Fait l'objet de la déclaration de 2014 ? Non, Ah bon. qui ont fait sur lesquels on a touché des salaires quand on était résident fiscal français. Ah, bon alors, là on est dans un cas particulier. Normalement, les ex-MRE, Oui, c'est ça. voilà, les ex-MRE qui sont revenus au Maroc avant 2017, avaient l'obligation, jusqu'à novembre 2017, de faire une déclaration en tant qu'ex-MRE, dans lequel ils devaient justifier qu'ils avaient une vie avant le Maroc, qu'ils peuvent prouver qu'ils ont vécu à l'étranger, qu'ils ont prouvé qu'ils avaient des revenus avec les fiches de salaire, machin, etc. Qu'ils ont prouvé que grâce à ces revenus, ils ont eu un patrimoine, des comptes en banque, une maison, etc. et tout. Ils devaient faire cette déclaration et ensuite la renouveler chaque année. Certains ne l'ont pas fait, ne l'ont pas vu passer, ils peuvent encore le faire, Et tout ex-MRE qui arrive au Maroc, maintenant, il a 12 mois pour le faire. Ça permettait justement de pouvoir dire, moi les gars, j'ai pas fraudé, je suis clean, et donc de refaire exactement ce qu'on voulait. On peut utiliser le cash, vendre l'appartement, conserver le cash en France, etc., puisque ce n'était pas soumis à infraction en prise d'échange. Si vous avez été ex-MRE depuis fort longtemps, ça va être un peu compliqué. Parce que si vous l'avez fait, je ne sais pas, il y a 10 ans, ça peut être compliqué. Parce que là, vous n'avez pas fait la déclaration qu'il fallait faire en 2017, vous ne l'avez plus fait maintenant, vous ne la faites pas, vous dites, bah non, après tout, moi, j'ai pas été en infraction à cette époque-là, mais on pourrait vous tomber dessus, donc, et puis vous dire, mais attendez, expliquez. Et là, il va falloir représenter tout un dossier pour expliquer que non, mais vous expliquez à l'époque, tati, tata, etc. Faut-il donc faire cette déclaration en tant qu'ex-MRE ? En disant, je fais une déclaration de l'ex-MRE, je ne rentre pas dans la contribution libératoire, je l'ai fait tardivement, mais à coup pas. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser, que je n'ai pas tranché moi, particulièrement. Généralement, c'est une question d'appréciation, déjà en termes de durée, de machin, de savoir si le compte n'a pas été contaminé par d'autres revenus, qui eux, par contre, étaient faits à l'époque où on était marocain, etc. Et donc là, voilà, c'est un peu particulier comme question. Et deuxième, si vous me permettez, en ce qui concerne les revenus de placement mobilier, bon, en l'occurrence, quand on a un portefeuille et qu'on fait, on va avoir de mauvaises années, on fait des moins-values. Si je ne m'abuse, la réglementation fiscale française accepte qu'on reporte la moins-value sur les exercices suivants, enfin sur les années suivantes. Est-ce le cas aussi au Maroc? Non, pas sur les plus-values étrangères. Et au Maroc, la plus-value étrangère, elle est imposable qu'au Maroc, elle n'est pas imposable en France. Parce que la plus-value, compte tenu de la convention fiscale franco-marocaine, le gain en capital n'est imposable qu'au Maroc. Donc la France n'a pas à vous imposer dessus. Le Maroc, lui, oui. Et le Maroc, lui, sur ses plus-values étrangères, n'accepte pas de report. Vous pouvez faire jouer que les plus-values et les moins-values de l'année. Voilà. D'abord pour remercier la Villa Mandarine qui nous a accueillis